C'est peut-être la dernière fois que je vais pouvoir faire honneur à cette introduction de Bond dans Skyfall. J'adore cette façon de rentrer dans l'image. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau vlog sur un James Bond, c'est le troisième que je fais sur la chaîne, j'avais fait Skyfall et Spectre. Cette fois-ci, il s'agit donc de Mourir peut attendre ou No Time to Die, le James Bond qui a été repoussé pendant 1 an et demi, voire 2 ans à cause de la pandémie, parce que c'est un gros pari de la part de MGM qui devait essayer de renflouer ses caisses avec ce film-là. Au final, ils ont été rachetés par Amazon, donc maintenant ça va au niveau des soucis d'argent, ils ont plutôt de problèmes. Mais ils ont enfin réussi à sortir James Bond qu'ils avaient gardé de côté pour pouvoir lui permettre de faire des scores corrects du coup en salle et donc faire rentrer de l'argent. Ils avaient besoin que le film rapporte aux alentours de 600 millions de dollars à l'international. Et je crois qu'il est à 610 ou 612 là maintenant, vu que ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est sorti, que ce vlog sort extrêmement en retard. Donc ils s'en sont quand même pas trop mal sortis. Mais alors, personnellement, que ce soit celui-là ou Spectre, je trouve que c'est du pareil. J'avais démarré le vlog en disant que Spectre était le pire James Bond que j'avais eu de ma vie. Vous m'en remettez un. Au shaker, pas à la cuillère. Je me suis fait chier devant ce film, c'était une catastrophe. Mais je crois que je me fais chier à chaque fois qu'ils reviennent au truc de Spectre. Le problème, c'est que cette nouvelle saga Bond est vachement centrée sur Spectre, à l'exception peut-être de Skyfall, et je me demande si c'est pas pour ça que j'avais pas plutôt apprécié Skyfall. C'était lié à Spectre, Skyfall, ou c'était un truc à part? Que ce soit Casino Royale, Quantum of Solace, ou Spectre, j'ai détesté ces James Bond Daniel Craig avec, pas forcément pour l'histoire filée, parce que c'est intéressant finalement pour la première fois depuis autant de temps d'avoir un personnage qui est vraiment filé d'épisode en épisode et qui évolue, etc. On avait commencé du coup avec la première femme qui était morte à cause de lui, et du coup ce qu'il avait bloqué par rapport à toutes les femmes, ce qu'il avait transformé du coup en tombeur, etc. Et en fin de saga, on revient vers un James Bond qui renaît du coup, qui essaye à nouveau de vivre une vie personnelle avec Léa Seydoux. Et donc le scénario de ce film-là, c'est que le passé de Léa Seydoux est en train de refaire surface, un passé qui est plus ou moins lié à Spectre, avec un personnage d'ennemi qui est joué par Rami Malek, qui est le pire méchant d'un James Bond depuis Matthew Amalric dans Quantum of Solace, qui était insipide au possible, inintéressant. Je trouve que c'est la même chose avec ce personnage-là. D'autant que Rami Malek, moi j'ai du mal avec sa façon de jouer, et je trouve qu'il est ridicule dans ce film. Il essaye vraiment presque de... Mais c'est un premier problème du film. Le film essaye vraiment d'aller chercher presque aux origines de James Bond. Déjà en étant allé chercher Spectre, c'était un peu l'idée, mais il essaie vraiment de reprendre les bases et vraiment... Tu vois que le méchant typique, contrairement à l'autre dans je sais plus quel autre film, il a pas son chat sur le genou pour le caresser, etc. Mais on en est pas loin quand même. On est vraiment à ce niveau de méchant qui se tourne la moustache, etc. et qui est Monsieur Bond et tout bordel. Lui essaye de le faire dans un côté un peu plus éteint et mort intérieurement. Mais ça reste plus ou moins la même chose, et je trouve que c'est un des méchants les plus nuls, vraiment, mais en tant qu'aura, en tant que plan, en tant que menace. À la fin, il a quand même une gamine qui est otage avec lui, et au lieu d'être vraiment méchant et de la garder avec lui, il la libère, il la laisse partir, tu fais, bah, c'est quoi ce méchant à la con? Mais je ne veux pas dire trop de mal non plus de ce méchant joué par Rami Malek, parce que on ne parle pas assez du bien que font les méchants de James Bond pour l'économie locale. Vous croyez qu'il faut combien de personnes pour entretenir son petit manoir et son repère créé sur un bord de falaise avec des tableaux de maître accrochés au mur, avec des couloirs de 10 millions de kilomètres qui ont besoin d'être balayés, tout le bordel? Ça emploie du monde, ça fait marcher l'économie. James Bond finalement est quelqu'un qui ne respecte pas le salarié et le travailleur de base. Donc voilà, je me suis fait un délire là-dessus, parce que quand j'ai vu le repère de méchants, c'est un repère de méchants quand tu essaies de faire un James Bond plus moderne et qui est un peu plus réaliste aussi. Tu mets le truc au milieu, tu fais... Il y a un clash. Il y a un clash d'idées là qui se fait, qui a du mal à marcher quand même. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce film, et je suis pour ma part assez content finalement que la partie Daniel Craig de James Bond s'arrête. J'espère surtout quand ils vont avoir un autre acteur, ils vont recommencer à faire des films qui sont plus indépendants les uns des autres. Et Skyfall au final, c'est l'histoire qui est la plus indépendante au milieu du truc, et c'est quand même le meilleur film quoi, donc... Voilà, je trouve que ça en dit beaucoup. Je dirais que ce film est un film réalisé par un directeur de la photographie, presque. Et à vrai dire, le réalisateur a pas fait grand-chose avant ça. Notamment, il a fait beaucoup plus de scénarios et de production, il me semble, qui s'appelle Kari Fukunaga. Et je vois plutôt en tant que producteur, scénariste. Il a fait acteur dans un truc. Il a réalisé un film avec Idris Elba et une adaptation de Jane Eyre. Donc vraiment pas le genre de truc qui a un rapport avec James Bond. T'as l'impression donc que c'est un film de directeur de la photo sur un script qui essaye à la fois de faire appel aux origines, comme on vient de le dire, mais aussi d'avoir ces petits côtés de modernité, et il y a un clash constamment dans le film, à mon sens, entre les deux, qui fait que ça a du mal à marcher. Peut-être qu'on va pouvoir faire ça dans l'ordre. Commençons peut-être par la direction de la photographie, comme j'en ai parlé, parce que le film est magnifique. C'est un truc qui a été très marqué au début par Sam Mendes quand il a fait Skyfall, notamment. C'était un film qui, visuellement, était sublime. Et ce film-là, tu vois qu'ils essayent de reprendre un petit peu ce même genre d'idée de photographie.
Le premier plan du film, c'est un très beau plan zénithal sur une forêt de sapins. On a beaucoup de travail de couleurs qui s'opposent un petit peu. On a du jaune et du bleu, par exemple, dans les lumières de la ville. Les lumières de la ville elles-mêmes sont jaunes, et puis l'ambiance générale de nuit qui est assez bleue, ce qui se fait dans la plupart des films. Les laboratoires qui ont des teintes plutôt vertes, avec des lumières oranges qui sont un peu partout. Donc là aussi, on a une opposition de couleurs qui est assez marquée, qui est assez forte. Le choix aussi de mettre des tenues de couleur rouge dans cet environnement qui est vert. Le rouge rappelle le orange, mais clash aussi beaucoup plus avec le vert. Donc on voit des choix de couleurs visuelles qui sont assez marqués. On a aussi tout le repère du méchant. Quand j'avais vu ça dans la bande-annonce, je m'étais dit, où est-ce qu'ils vont utiliser un décor pareil? À quoi c'est quoi ce truc? C'est des espèces de grands tunnels avec de la flotte partout au milieu et une sorte de forêt de barres néons qui brillent au milieu, sans doute des kinos du coup. Les kinos c'est des néons de tournage spécifiquement, c'est fait pour être assez facile à moduler. C'est des lumières donc a priori vachement de cinéma, et quand j'ai vu ce décor, je m'étais dit, je vois totalement un directeur de la photo vouloir un décor comme ça, mais ça sert à quoi exactement? Et en fait, quand t'arrives dans le truc, tu sais toujours pas exactement à quoi ça sert. J'arrive pas trop à comprendre est-ce que c'est un truc dans lequel il développe à quoi servent les lumières dans le truc? Pourquoi est-ce qu'elles doivent être entourées d'un bain d'acide, qui est vraiment le truc qui fait ultra vieux méchant de Bond? Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des trucs qui sont vachement modernes comme ça, comme ce grand décor avec beaucoup de barres néons du coup au milieu. On a aussi un espèce de bunker avec tout un tas de lumières qui sont sur les murs, qui arrivent un peu partout, et puis une espèce de grande ouverture en cercle autour de l'A.C.D.O. qui est assez jolie aussi. On a un groupe de terroristes qui est en train de rentrer dans un bâtiment, et ils arrivent donc en descendant du toit avec des cordes en rappel, etc. Il a tourné la scène au moment du lever du jour, quand un mélange de lumière dorée et rosée dans le ciel, ça dépend des villes dans lesquelles on va. Des fois, on peut avoir des couchers de soleil ou des levées de soleil un peu roses comme ça, notamment à Chicago. Je sais qu'il y a beaucoup ça à Chicago. Et du coup, t'as un plan qui est moitié de l'image, l'immeuble dont les vitres reflètent cette aube, et l'autre moitié du plan, le ciel qui est donc cette aube, et tu vois les personnages qui sont en train de descendre après en silhouette, qui débarquent par le haut du cadre, qui traversent le cadre verticalement pour arriver jusqu'en bas, etc. Et du coup, il y a quelque chose qui est là aussi esthétiquement particulièrement recherché, particulièrement beau et particulièrement maîtrisé en termes d'image. On a un gros plan sur un personnage qui va arriver devant une vitre, et la vitre, vous savez, c'est ces vitres en verre avec des petites formes un peu ondulées un peu partout. Du coup, les images sont complètement déformées, donc t'as un travail sur la mystique d'un personnage quand il va débarquer dans un plan, parce que tu le vois débarquer d'abord derrière la vitre. C'est une forme informe justement, qui est très menaçante. La porte s'ouvre et la caméra le filme, et tu révèles le personnage, qui est du coup beaucoup moins impressionnant une fois que t'as passé ce truc avec la vitre. Il y a vraiment beaucoup de plans comme ça qui sont assez magnifiques. Il y a une transition qui est assez belle avec un plan panoramique, qui fait un panoramique sur un décor, et en fait, il y a une transition en fondu sur un autre décor, mais cet autre décor est filmé avec un panoramique qui avance exactement à la même vitesse que le premier panoramique. Je sais pas comment ils sont débrouillés pour faire ça, ça va être un truc fait par un robot, ou alors c'est fait en post-production ensuite. Mais du coup, tu as le fondu qui passe d'un plan à l'autre pendant un mouvement, et le mouvement colle parfaitement entre les deux décors. Donc c'est magnifique, c'est très très beau, et tu vois qu'il y a une recherche visuelle à ce niveau-là, mais tu vois aussi que c'est une recherche visuelle qui est aussi vachement inspirée par les premiers James Bond. Quand on voit les premiers plans au début avec Léa Seydoux en voiture et James Bond, il y a ce côté film à la Hitchcock, sur la Riviera et tout le bordel, cette lumière extrêmement dorée qui débarque, qui fait un peu vieille lumière de films des années 50 ou 60. Il y a quelque chose qui est vachement glamour, mais aussi kitsch, je trouve, dans ce choix de lumière. Et tu vois des petits choix comme ça. Il y a un petit truc qu'avait fait Michel Janavicius aussi dans un des OSS 117. Il y a un couloir, et il y a une petite lucarne, une petite fenêtre, qui amène juste un petit rectangle de lumière. Et il y a un jeu de perspective qui est assez rigolo, parce que ce rectangle de lumière blanche, il y a James Bond qui vient se poser dedans, il vient se poser genre contre le mur, et du coup, au lieu de voir un rectangle, tu vois la lumière qui arrive bien pile poil sur ses épaules, et puis t'as un triangle qui se forme du coup avec son corps. Et donc du coup, le rectangle de lumière devient un triangle de lumière sur le personnage, genre juste avec la position et l'angle dans lequel il est. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très joli esthétiquement avec ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui est aussi très kitsch comme façon de gérer l'image, quoi. Ils arrivent à le rendre assez discret du coup dans le film, mais c'est le genre de truc qui saute un petit peu à la gueule quand même. Donc il y a quelque chose comme ça qui est assez intéressant entre passé et modernité du coup, qui se confrontent pour rester quand même un petit peu sur la réalisation avant de passer du coup à la question de ce qui revient et ce qui essaye d'évoluer. Je dirais que les scènes de course-poursuite et les scènes de baston sont parmi les pires que j'ai vues dans un James Bond dans toute ma vie. J'ai eu du mal à les suivre, notamment les 2-3 premières. Vers la fin, ça devenait un peu plus facile à suivre. Il y a notamment un plan qui est très joli, où ils ont refait du coup le coup du gun barrel, vous savez, ce que j'ai fait au début, pas ce que j'ai fait au début. Vous savez, quand il y a James Bond qui débarque avec son flingue, et puis qui tire sur l'écran, et puis t'as tout le cercle qui se remplit de rouge et tout le bordel. Donc la scène du gun barrel, du canon de flingue, et ils ont toute une scène comme ça où il est dans un couloir qui est en cercle, donc il reprend un peu la forme circulaire du canon, et il se retourne d'un coup sec pour tirer sur quelqu'un qui est derrière lui, donc ça fait la reproduction du coup du plan d'ouverture du truc. Il y a quelque chose qui est assez sympathique du coup, et qui marche plutôt bien dans cette mise en scène là, mais je dois dire que les scènes d'action en général, vraiment je les trouvais illisibles, notamment la toute première, la course-poursuite dans la ville italienne là, je n'ai rien suivi de ce qui est passé, et il y a des raccords qui sont impossibles à suivre. Il y a un raccord où la voiture se met à déraper sur les pavés, et elle sort sur le côté de l'image, et en fait le plan suivant,
la voiture va débarquer par le bas du cadre, mais il y a une deuxième voiture qui est un de leurs poursuivants qui est déjà dans le cadre. Et du coup, quand le cut se fait, ton regard s'amène directement vers la voiture qui est dans le cadre, parce que tu cherchais une voiture, t'as une voiture qui est sortie du cadre, donc tu la cherches dans le cadre suivant. Et le fait qu'il y en ait déjà une, du coup, à l'écran, bah tu te dis, bon, bah c'est celle-là, et finalement t'en as une autre qui débarque en dessous, qui est la voiture de Bond, qui débarque dans le cadre, et qui va retourner sur le côté. Et du coup, c'est presque illisible. Enfin, moi, perso, j'ai pas compris cette course-poursuite, quoi. C'est un moment où il doit prendre un virage devant un truc de mouton, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Et je n'ai pas compris ce qui se passait dans la scène. J'ai pas compris qui, du coup, avait été mis en danger par les moutons, comment ils s'en étaient sortis, comment ils s'étaient passés. C'était illisible. Pour moi, je n'arrivais pas à lire la scène. Et je trouvais ça plutôt mou, et en même temps très saccadé au niveau du montage, amenant à des choses qui sont un peu plus difficiles à comprendre, comme ce que je viens de vous dire là, du coup, avec le virage devant les moutons. Donc, il y a de l'excellent et du très mauvais qui se côtoient en termes de réalisation, et du coup, quelque chose de à la fois moderne et à la fois ancien. Et je trouve que c'est vraiment, les deux sont en conflit pendant quasi tout le film, quoi. J'ai pas pris beaucoup de notes sur le côté moderne. Mais il y a du coup toute la façon d'écrire les James Bond Girls, qui est un petit peu différente de ce qui a été fait avant, et qui est parfois un petit peu trop appuyée. Par exemple, quand il débarque à nouveau à MI6, après être parti pendant des années, et qu'il tombe sur Lashana Lynch, qui lui dit « Je suis une nouvelle agent 00 », et tu la vois qui fait « Mais je suis pas n'importe quel 00, je suis 007 », et tu... Enfin, vous voyez, fait comme ça, on a l'impression que c'est un sketch de Brice de Nice, un truc dans ce genre-là, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça fait mal écrit, ça fait rentre dedans, ça fait éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. T'es obligé de le dire comme ça pouvait pas juste arriver comme ça dans une discussion au cours d'une scène. Ils sont devant M qui est en train de leur faire un speech, et puis t'as M qui s'adresse à 007, Daniel Craig qui fait oui, et puis t'as l'autre qui dit oui en même temps, et puis finalement, il s'échange un petit regard, gêné, dans ce genre-là. Non, faut que la soit là, c'est moi 007, t'as vu, c'est moi 007. Pour vraiment... Tu sens que c'est un truc pour marquer aux spectateurs. Vous avez vu, on met des femmes avec des responsabilités maintenant, c'est incroyable, etc. Enfin, oui, enfin, Miss Moneypenny, elle a flingué James Bond au début du film d'avant. Ça va, on sait qu'elles ont des personnalités, quoi. Mais donc, ouais, je trouvais que ça, c'était plutôt bizarrement foutu. Surtout, en plus, pour, à la fin, lui rendre son 007, genre, ça n'a aucune importance, etc. C'était bien la peine de le faire chier pendant des jours avec ça. Il y a un autre truc à ce niveau-là, c'est l'actrice Ama de Armas, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui a un caméo quelque part dans le film. Je dis vraiment caméo parce que le rôle est vraiment expédié, et cette scène sentait la réécriture, parce qu'en fait, d'un seul coup, le ton est très différent du reste du film. D'un seul coup, en fait, James Bond devient presque un rigolo, il réussit ses coups en faisant un peu n'importe quoi, t'as des scènes où il tombe de l'étage du dessus jusqu'au niveau d'en bas, puis il ressort d'un seul coup du bar, et puis il est en train de se verser une bouteille, un machin, tu fais... James Bond de Pierce Brosnan aurait fait ce genre d'extravagance, mais là, t'es dans un ton qui généralement est tellement sérieux et terre-à-terre, et qui essaie de se prendre en sérieux en tout cas, et terre-à-terre, et etc., que ça fait très bizarre d'avoir une scène comme ça qui débarque. Le personnage de Ama de Armas est sympathique, je trouvais que c'était assez rigolo, le personnage qui est un petit peu en train de stresser, mais qui en même temps s'en sort plutôt très bien, etc. Il y a un personnage qui marche bien au niveau comique, mais la scène au milieu du truc fait très ajouté comme ça, et puis surtout le personnage débarque, et puis on lui dit au revoir, genre 3 secondes après. Il y a quelque chose qui est très particulier dans cette scène-là. Donc je trouvais que c'était bizarrement, c'est un peu inclus au forceps dans le truc. Et pour participer à cet élan de modernité, il y a aussi un côté émasculé de James Bond que je trouve un peu particulier, genre... Il y a une scène où James Bond est en Vespa, ou scooter, ou je sais pas en quoi, mais ça fait un petit peu ridicule, quoi. C'est quand même plutôt le mec qui est en train de sortir les bagnoles de collection, et d'ailleurs il en sort quelques-unes dans le film. Et là, en Vespa, tu fais... Ah ouais, vous l'avez bien atteint quand même, là, le 007. Et puis il y a toute cette envie, au niveau du scénario, d'axer tout sur les sentiments de Bond. Et en fait, je trouve que c'est là qu'on commence à perdre vraiment le personnage, et perdre la personnalité de ce qu'est James Bond. À se concentrer à ce point sur son cœur, on se concentre beaucoup moins sur ses points, et sur son intellect, et sur tout le bordel. Il est trop à vif, il est trop sentimental, il exprime trop ses sentiments, et il y a quelque chose qui, à mon sens, marche plus trop dans le côté James Bond, dans le côté gentleman, espion et tout le bordel. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop à vif, où c'est trop personnel, où c'est trop machin, et je trouve que ça va pas avec le personnage, ça colle pas avec le personnage, et quand on va voir un James Bond, on va pas voir un James Bond pour ça. On va pas voir un James Bond pour le voir en train de pleurer sur la nana qui vient de perdre, on le voit pour être en train de sur la nana qui vient de baiser, et... Je comprends ça. Vous voyez, j'ai beau être homosexuel, j'arrive à comprendre qu'on puisse vouloir aller voir James Bond pour le voir en train de se taper une meuf, et que ça travaille un peu notre testostérone et tout le bordel. Et à force de vouloir en faire un personnage moderne et qui est ouvert à tous les sexes et tout le bordel, tu dis, vous êtes en train de perdre un peu le personnage quand même, là. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'ils sont autant à cheval sur le passé et la modernité, en fait. Ce qui me semble pas nécessaire. Le puits de James Bond existe depuis des années, il est là, il est présent, on sait que c'est, voilà, des hommes, généralement, au-delà de la vingtaine, trentaine, qui aiment bien du coup avoir un symbole un peu viril avec un peu de pouvoir masculin, et c'est un peu le dernier qui reste. On pourrait peut-être le laisser tranquille, quoi, et pas avoir à lui rajouter des amourettes et des machins, enfin, ça me paraît pas nécessaire, ça me paraît ne pas coller au personnage. D'ailleurs, je dois le dire, mais personnellement, à la fin du film, j'en avais rien à foutre de ce qu'il racontait. Il se passe un truc particulier à la fin du film, et je trouvais que c'était inutile, et je trouvais que toute la scène qui était faite pour mettre en avant ce qui s'était passé du coup à la fin du film était ultra kitsch et ridicule, etc. Enfin,
Voilà, j'ai pas aimé du tout. Et ça fait un peu aussi confiant le pouvoir aux femmes, etc. Enfin bon bref. Et du coup cet équilibre un peu étrange entre la modernité et l'ancienneté. T'as vraiment tout un tas de retours de trucs kitsch aussi dans l'écriture du scénario, notamment par exemple l'homme de main qui, juste avant de mourir, taunte le personnage en lui révélant un truc. Et en fait, c'est cette révélation qui met en place toute l'histoire, parce que si le mec avait juste fermé sa gueule, James Bond n'aurait jamais rien marqué, le plan serait pas déroulé sans aucun problème, etc. C'est ce personnage qui est en train de mourir qui te fait « Eh, finalement, cette personne est une espionne !» Depuis combien d'années on n'a pas écrit un truc aussi nul? L'homme de main qui meurt en disant « Eh, finalement, on s'est bien foutu de ta gueule, tu t'es fait avoir par une meuf, etc. » Et tu fais... Tous ces trucs-là, les trucs genre Spectre vous envoie ses meilleurs sentiments, ou je sais pas, ses sentiments distingués, ou un truc dans le genre, Spectre vous passe le bonjour, ou un truc dans le genre, ces espèces de taunts comme ça qui sont très basiques, qui sont très mauvais parce que tu vois que c'est un personnage qui donne trop de scénario alors qu'il devrait pas en fait. On le fait parce que ça sert à faire avancer l'histoire, et c'est assez ridicule. Le côté l'œil caméra du méchant qui fait un peu trop vieux Bond aussi. Je sais pas pourquoi ça me déplace pour là, parce que pourtant un œil caméra c'est presque le truc le plus crédible qu'il pourra utiliser avec les technologies modernes, mais je sais pas, ça fait vieil accessoire, c'est comme la mâchoire en métal de je sais plus quel personnage là. Il y a un truc qui est un peu trop exagéré, qui fait un peu kitsch, un peu particulier. Et personnellement, j'ai rigolé pendant 10 minutes sur la scène où t'as Blofeld qui débarque dans la prison, avec sa prison sur roulette, son petit casier qui débarque au bout du couloir, qui tourne sur le côté, qui avance tout lentement, et puis vraiment le fait que ce soit tout lentement, puis lui il est tout gentil au milieu comme ça en train d'attendre, et tu... Il y a un truc qui est super ridicule dans cette scène. Je crois qu'ils essayent de vendre ça, genre c'est l'espèce d'Hannibal Lecter qui débarque, mais ça aurait mieux marché à la limite s'ils avaient vraiment fait le truc Hannibal Lecter, genre le mec accroché à un chariot d'élévateur et qui se fait rouler par un mec dans une pièce avec les bras, le masque pour éviter qu'il te bouffe, etc. Enfin, là à la limite ça serait passé pour quelque chose. Là c'est juste une petite cellule qui débarque dans le fond. Je sens bien que c'est un truc de haute sécurité, mais ça fait pas... Enfin, j'avais plus ridicule qu'autre chose, je trouve. Et ce que ce dernier point vend, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de ce scénario qui sont vraiment très mal écrit avec le cul. J'ai déjà parlé du méchant qui laisse passer du coup la petite fille et qui la laisse s'échapper alors qu'il a un moyen du coup de pression sur James Bond, les hommes de main qui laissent passer des trucs. Il y a aussi le fait, justement, comme j'ai parlé de Blofeld, il y a ce que fait James Bond à Blofeld, qui n'est pas du tout justifié. Tu vois vraiment pas pourquoi le personnage serait à ce point sur les nerfs, qu'il aurait à ce point un problème, qu'il aurait à ce point machin, pourquoi est-ce qu'il réagirait comme ça avec ce personnage. Et tu sais que c'est juste pour pas mettre à l'événement suivant du scénario d'arriver et de révéler un truc, etc. Et tu vois que c'est fait exprès, tu vois que c'est téléphoné, tu vois que ça a été écrit pour qu'on fasse avancer le scénario, mais que c'est pas logique et cohérent qu'il se passe ça dans cette scène en fait. Et puis dans le genre un peu ridicule comme ça, il y a des... Je sais pas pourquoi est-ce qu'on continue à faire des trucs pareils, ça devrait plus exister depuis qu'on a commencé à faire des scripts avec des téléphones portables inclus à l'intérieur, mais il y a un moment où il y a un personnage qui se fait appeler, et genre t'as un parasite sur l'écran, et le logo du téléphone change, et ça devient le logo de Spectre, et tu fais... Pourquoi? Comment? Pourquoi ça s'est produit à ce moment-là? Enfin, tu dis, mais c'est vraiment juste pour que, du coup, on ait une preuve que ce personnage que tu soupçonnais d'appartenir à Spectre appartient à Spectre. Mais la preuve, on l'a obtenue de la façon la moins crédible et la moins honnête possible, quoi. L'écran du téléphone qui bug et qui t'affiche un autre logo. Je sais pas, est-ce que d'habitude, il est censé avoir un habillage qui fait croire que quand le logo de Spectre t'appelle, en fait, ça ressemble au logo d'une autre marque ou un truc dans ce genre-là? Peut-être. Mais pourquoi est-ce que ça marcherait plus à ce moment-là, maintenant? Pourquoi est-ce que machin? Et si tu crées un truc comme ça, d'ailleurs, c'est justement pour éviter qu'on remarque qui t'appelle. Donc, je sais pas, limite à la base, tu mets pas le logo de Spectre dans ton téléphone, ça va déjà éviter des problèmes. Enfin, c'est mal écrit, c'est vraiment très mal écrit. J'ai eu beaucoup de mal. Entre les trucs kitsch et les trucs mal écrits, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec tous les éléments de ce film. Il y a aussi un moment, il y a des personnages qui sont en train de tirer sur James Bond et sur Léa Seydoux, elle s'appelle Madeleine, je crois, dans le film. On voit que quelque chose percute Léa Seydoux, mais elle est ni blessée, ni touchée, et elle meurt pas. Et en fait, j'arrive pas à comprendre, est-ce qu'on lui a tiré dessus, et elle a survécu? Genre, je sais pas, c'est Hulk, Léa Seydoux? Ou est-ce que c'est genre, parce qu'ils sont à côté d'un mur de pierre, est-ce que c'est genre, il y a une balle qui a ricoché sur le mur, et du coup, comme elle a eu un ricochet, elle était pas assez puissante, ou alors même, est-ce qu'elle a décroché un petit caillou du mur, et du coup, c'est le caillou qu'elle se prend sur le dos? J'ai pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment tout un tas de scènes comme ça que j'ai pas compris dans ce James Bond, je voyais pas je comprenais pas la logique derrière le truc. Donc voilà, j'ai pas été particulièrement convaincu par le film, que ce soit les décors, il y a certains environnements qui font très direction de la photographie, donc il y a certains environnements à la limite qui ont passé plus que d'autres. C'était même un peu rigolo le coup de l'oacide du coup dans le truc et de ce qu'ils font du coup après avec. Mais la plupart des décors sont pas extrêmement marquants non plus. Les personnages sont pas extrêmement marquants. Le scénario est un peu catastrophique. Il y a un équilibre entre le kitsch, le moderne qui est jamais totalement résolu à mon sens. On a quelques petites scènes avec les personnages secondaires de Q et de Moneypenny, mais pareil, ils apportent pas grand chose. On a juste confirmé que Q était gay, mais je crois qu'on l'avait déjà dit dans un autre film. J'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose de très intéressant, et même cette histoire, elle est pas
elle est pas excellente. Elle fait un peu trop SF, justement, pour le coup. C'est pas le genre de trucs qui font trop ancien James Bond, même si pour le coup, c'est avec un truc super moderne. Mais vraiment, rien m'a marqué dans ce film. Ni les cascades, ni les scènes de dialogue, ni les scènes d'émotion, ni la photographie était jolie. Voilà. À part ça, je trouve que c'est un des plus mauvais James Bond que j'ai vu de ma vie. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup plus fan des Brosnan, et James Bond un petit peu plus délirant années 90. Pour le coup, quand t'as un ton qui est délirant depuis le début, c'est délirant depuis le début. Quand t'avais les trucs avec Brosnan, tu savais dès le début que tu partais pour une expérience qui était un peu plus fantasque, et du coup tu acceptais un peu plus les délires. Là, quand on a voulu être à fond dans le côté réaliste, parler des peines de cœur de James Bond, parler de trucs qui sont beaucoup plus terre à terre, etc., son rapport avec M, même dans Skyfall par exemple, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas le genre de dilemme qu'on met habituellement à James Bond. Et je trouve que plus on va dans le réalisme, moins on peut faire une histoire de James Bond, parce que moins ça devient crédible et ça devient cohérent et ça marche. Donc le film marche bien, tant mieux pour MGM, il se rembourse. Du coup, même s'ils en ont plus trop besoin du coup maintenant grâce à Amazon et Jeff Bezos, c'est bien qu'ils s'en sortent comme ça. MGM c'est une grosse boîte avec un gros catalogue, des films qui sont vachement intéressants dans son histoire, ça aurait été terrible de la voir disparaître. Mais le nouveau James Bond, c'est pas extraordinaire. Ils ont de la chance que ça les ait sauvés, mais à mon sens, y a rien de très bon là-dedans, et je vois pas pourquoi est-ce que ça a un succès, donc voilà, encore un James Bond que je n'ai pas aimé. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.